Dans les plaines de l'Irak, le sable dessine les contours d'une femme au double profil. Côté pile, Al-Ratoun, la lady, côté face, l'espionne. Née en 1868 dans une riche famille d'industriels établie dans le nord-est de l'Angleterre, Gertrude Bell était à la fois archéologue, exploratrice et diplomate. Son parcours retrace l'ascension d'une jeune aristocrate partie à 24 ans sur les routes du Moyen-Orient. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, sur les cendres de l'Empire ottoman, elle est chargée par le gouvernement britannique d'organiser les territoires de Mésopotamie que la couronne a pris sous mandat. Gertrude Bell dessine les frontières de l'Irak moderne, mais ses choix divisent encore ses habitants un siècle après son passage. Certains Irakiens la considèrent comme une traîtresse, une collaboratrice, et d'autres l'appellent Al-Ratoun, la lady. À ceux qui réfléchissent toujours en noir et blanc, je voudrais dire une chose, qu'en ce moment, ils vivent dans un pays, ils habitent une terre délimitée de frontières, contenant une mosaïque de peuples, un tout uni qui s'appelle l'Irak et que Gertrude Bell a contribué à créer. L'empreinte laissée par Gertrude Bell sur l'Irak dépasse le cadre de la sphère géopolitique. L'exploratrice a aussi contribué à la préservation du patrimoine culturel du pays. En côtoyant des chefs de tribus arabes dans les déserts les plus reculés, en œuvrant avec les politiciens pour modeler le Moyen-Orient, elle a su s'affranchir du rôle assigné aux femmes dans un monde dirigé et arpenté par les hommes. Le chapitre irakien des aventures de Gertrude Bell s'ouvre en 1909 sur les terres de l'ancienne Mésopotamie. Après avoir traversé la Syrie, l'exploratrice, désormais chevronnée, parcourt à dos de chameau un désert d'où émerge une spectaculaire structure de pierre. Alors en ruine, la forteresse d'Oukaïdir apparaît aux yeux de Gertrude Bell comme un mirage. Nous sommes arrivés au bâtiment le plus merveilleux que j'ai jamais vu. C'est un énorme château, une forteresse, un palais, ce que vous voudrez. Il n'est même pas sur la carte. Dès que je l'ai vu, j'ai décidé que c'était l'opportunité d'une vie. Lorsque Miss Bell arrive à Oukaïdir pour la première fois, elle est très impressionnée par la forteresse. Elle la décrit comme ayant des murs majestueux sortant du sable, comme si la nature avait fait son travail sans aucune intervention humaine. Elle a pris une photographie qui est encore aujourd'hui considéré comme le tout premier cliché jamais pris de ce lieu. En jupon, bottines et portant un kéfier noué autour de son chapeau pour se protéger du soleil, Gertrude Bell effectue ses recherches au milieu des nomades qui peuplent les salles du palais. Pendant plusieurs jours, elle dessine, mesure, photographie le site sous toutes ses coutures et consigne dans ses carnets les éléments défensifs de cette forteresse du désert, des meurtrières, des chemins de ronde. Au milieu des ruines, l'archéologue fait alors une découverte majeure. Durant sa visite, Miss Bell a remarqué quelque chose qu'aucun visiteur n'avait remarqué avant elle, la présence d'une mosquée et d'un mihrab. C'est vers le mihrab, la niche indiquant la direction de la Mecque, que les musulmans se tournent pour prier. Ce mihrab est unique car il est de style concave, caractéristique des premières années de l'islam. En s'appuyant sur cette découverte, on estime donc que la construction de la forteresse d'Oukaïdir date de la première période islamique entre le 7e et le 8e siècle. La visite de Miss Bell avait pour but d'élaborer des plans très détaillés qui ont plus tard non seulement aidé les archéologues irakiens dans leurs fouilles, mais aussi facilité les opérations de restauration du site. La visite de Miss Bell était donc très importante car elle a donné une notoriété internationale à ce lieu.
Grâce à sa maîtrise de l'arabe, l'exploratrice noue des liens d'amitié avec les chefs de plusieurs tribus rivales. Ses rapports privilégiés avec les locaux et sa connaissance du terrain en font une pièce maîtresse de l'échiquier politique. Le gouvernement britannique, qui administre la Mésopotamie, la recrute comme espionne avant de l'envoyer à Bagdad comme diplomate. Lorsque Gertrude Bell s'y installe en 1917, la ville est fraîchement libérée de l'Empire ottoman. Passé sous tutelle britannique, c'est le cœur d'un pays à inventer. Près de la rue centrale Al-Rachid, une ancienne caserne militaire ottomane devient le quartier général des Britanniques. Cet endroit même marque le début de la création de l'État irakien. Il accueillait le siège de l'État et des ministères jusqu'à la fin des années 30 et le début des années 40. Seule femme à jouir du titre de secrétaire d'Orient, Gertrude Bell milite pour un gouvernement arabe autonome et choisit celui qui devient en 1921 le premier roi d'Irak. Fils du shérif de la Mecque, Faisal Ier serait le descendant du prophète Mahomet. Les Britanniques ont utilisé cette ascendance pour rassembler cette population très variée. L'appartenance à une religion était la tendance majoritaire à l'époque. Donc les Britanniques se sont demandé comment convaincre les gens de l'accepter comme roi. Ils ont constaté qu'il fallait les convaincre avec un point qui fait consensus. Il existe une personne dont la famille serait en filiation directe avec le prophète Mahomet. Et cette personne peut mettre tout le monde d'accord. Miss Bell a l'oreille attentive du nouveau roi. Elle devient sa conseillère, dessine elle-même les frontières de ce nouveau pays dont toutes les fondations sont apposées et œuvre à créer une identité nationale. Miss Bell a contribué à construire cet État et a construit quelque chose d'essentiel, qui est la création d'une unité culturelle. Et c'est le principal acquis dont nous avons hérité en tant que nation irakienne. Une nation qui comprend différentes confessions, différents peuples. Mais nous sommes tous des Irakiens et nous en sommes fiers. Alors que la grande majorité des hommes britanniques qu'elle côtoie refusent de la traiter en égale, les Arabes en font l'une des leurs. Je ne pense pas pouvoir un jour me détacher définitivement des fortunes de ce pays. C'est une chose merveilleuse de ressentir l'affection et la confiance de tout un peuple autour de soi. Elle était très proche des gens ordinaires. Elle aimait vraiment cet endroit. Elle aimait l'âme de l'Orient. La vie qu'on menait en Orient, la vie qu'on menait dans ces villes, qu'elle appelait affectueusement les villes du Moyen-Orient. Mais à mesure que le royaume affirme son autonomie, l'influence de Gertrude Bell s'amenuise. Un an après son couronnement, Faisal Ier éloigne sa conseillère, qu'il nomme première directrice du service des Antiquités. Renouant avec l'archéologie, elle supervise en 1922 un important chantier de fouilles dans le sud du pays. À 3 heures de route de Bagdad, Our est l'une des grandes cités sumériennes du 3e millénaire avant notre ère. La cité antique d'Our comptait parmi les plus importants centres commerciaux de la région. Elle tissait des liens extérieurs avec des cités proches et lointaines, comme Dilmoun, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bahreïn. Miss Bell était fascinée par les vestiges de l'Irak et par les artefacts qui ont été retrouvés dans le sud du pays, en particulier dans la cité antique d'Our. Durant l'époque ottomane, les fouilles archéologiques menées en Mésopotamie étaient désorganisées et certains objets vendus sur le marché noir.
En tant que directrice des Antiquités, Gertrude Bell s'attelle à moderniser l'archéologie irakienne. Elle rédige une loi, le tout premier texte qui régule l'exportation des artefacts. Cette loi a permis la protection du patrimoine et des vestiges archéologiques trouvés dans le sud et dans l'ensemble du pays. Car avant 1924, ils étaient exportés sans la moindre législation. Elle a permis la sauvegarde des vestiges de manière plus efficace, car 50% des vestiges irakiens ont pu rester en Irak, et les 50% restants furent autorisés à partir dans les universités et musées étrangers. Cette première étape n'était certes pas suffisante, mais elle a eu le mérite de garder une partie des vestiges dans le pays. Fidèle à sa réputation de femme de terrain, Gertrude Bell procède elle-même à la répartition des trouvailles entre l'Irak et l'étranger. Avant 9 h, nous avons commencé la division et nous avons continué jusqu'à 12h30. C'est un travail difficile et assez angoissant, vous savez. Nous étions assis avec nos catalogues et nous avons coché les objets un par un. Les fouilles du site d'Our durent 12 ans et mettent au jour un cimetière royal rempli de trésors inestimables. La coiffe de la reine Pouabi, des instruments de musique et même l'étendard d'Our, un coffre en bois doté de scènes de guerre et de paix. L'Irak se construit peu à peu une riche collection reflétant son passé glorieux. Des joyaux que Gertrude Bell rassemble et catalogue patiemment de retour à Bagdad dans l'espoir d'inculquer aux Irakiens un sentiment de fierté nationale. Elle crée ainsi en 1922, peu avant sa mort, le premier musée archéologique de la capitale. Comme j'aimerais que vous le voyiez, ce sera un véritable musée, un peu comme le British Museum, mais en un peu plus petit. Le tout premier musée irakien consistait en une petite salle qui se situait dans le palais royal. Avec le temps et l'augmentation du nombre d'artefacts archéologiques, il a fallu créer un grand musée complet avec de vastes salles d'exposition qui respectent une chronologie historique. Le musée national irakien, dans lequel nous nous trouvons, dispose de 24 salles d'exposition, renfermant des objets qui vont des périodes préhistoriques, en passant par les périodes pré-islamiques, jusqu'aux périodes plus récentes. Aujourd'hui, les collections du musée figurent parmi les plus importantes au monde. Le musée national irakien est rempli de pièces inestimables. Mais malheureusement, après 2003 et l'invasion américaine, il a été pillé par des gangs criminels et plus de 15 000 artefacts ont disparu. Parmi ces objets pillés dans le chaos que traverse l'Irak dans les années 90, l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité, la tablette de Gilgamesh, vieille de 3500 ans. Dérobée lors de la guerre du Golfe, puis exportée illégalement aux États-Unis, elle est enfin restituée 30 ans plus tard. Dans le sillage de Gertrude Bell, Leys Hussein s'attache à protéger ce patrimoine, noyau du récit national. Il y a 2 ans, 17 000 artefacts ont été ainsi restitués par les États-Unis d'Amérique et 373 par le Liban. De temps en temps, des pièces pillées en Irak réapparaissent à l'étranger, mais la justice et les forces de sécurité s'assurent qu'elles reviennent au musée national irakien. Les soubresauts de ce musée sont à l'image de l'histoire de l'Irak, un pays où la géopolitique et le patrimoine culturel sont intimement liés. 2 piliers du destin de Gertrude Bell qui reposent à Bagdad, à l'ombre des palmiers.